À l'automne 2019, la quiétude de Rébénac, un village au pied des Pyrénées, est troublée quand le maire et les gendarmes viennent frapper à la porte de l'épicerie. Je me lève, j'ouvre la fenêtre qui est à l'étage et qui surplombe la porte d'entrée. Je vois qu'il y a quelque chose de grave. Parce que monsieur le maire, il est vraiment pas, il est pas comme d'habitude. Il est très fermé et il me dit « Assieds-toi ». Je ne sais pas comment il m'a dit. Si Elisa est décédée ou... Et puis là, je lui dis « Mais je suis toute seule ». Et puis je dis « Je suis toute seule et je ne sers plus à rien, quoi ». Nathalie Pilarski vient d'apprendre le décès de sa fille unique. Elle s'appelait Elisa, elle avait 29 ans, elle était enceinte de 6 mois. Avec son frère, Vincent, l'oncle de la jeune femme, elle apprend les circonstances de sa mort. Les gendarmes savaient que c'était par des morsures de chien qu'elle était décédée. Je me suis effondré, quoi. Je croyais pas, quoi. Pendant un moment, c'est pas possible. C'est des morsures de chien. Ouais. Elisa Pilarski a été tuée alors qu'elle promenait Curtis, le chien de son compagnon, Christophe Ellul. Après 1 an et demi d'enquête, l'homme de 46 ans, soupçonné de nombreux mensonges, a été mis en examen en mars dernier pour homicide involontaire. Le 16 novembre 2019, Elisa Pilarski est seule, chez son compagnon, à Saint-Pierre-Aigle en Picardie, quand elle décide de se rendre dans la forêt au bout de la rue, avec Curtis. À 13h19, elle appelle Christophe Ellul au téléphone. D'après lui, Elisa hurle de douleur et crie qu'elle est mordue au bras et à la jambe. L'homme quitte précipitamment son travail à l'aéroport de Roissy et 3 quarts d'heure plus tard, il s'engouffre dans la forêt. À la recherche d'Elisa, il croise et interpelle des chasseurs d'un équipage de chasse à courre accompagnés de leurs chiens, que l'on voit ici sur cette vidéo d'archives. Les cavaliers lui répondent qu'ils n'ont rien vu. Vers 14h30, en contrebas d'un sentier, il finit par découvrir le corps mutilé et sans vie de sa compagne. Christophe Ellul alerte alors les pompiers, 1h30 après l'appel au secours d'Elisa. La jeune femme présente des blessures aux jambes, aux bras, à l'abdomen et à la tête. Et l'enfant qu'elle porte est également mort. Devant les gendarmes le soir même, Christophe Ellul est catégorique. Les chiens de chasse sont responsables de la mort d'Elisa. J'entendais bien une meute entière de chiens derrière au téléphone. Curtis devait tirer en avant pour la défendre, puisqu'elle disait « Je n'arrive pas à tenir Curtis ». Mon chien ne pouvait rien faire contre la meute. Christophe Ellul affirme même avoir vu une trentaine de chiens de chasse autour du corps de sa compagne. Quelques jours plus tard, le rapport d'autopsie semble crédibiliser sa version. De par la répartition des plaies, leur différence de morphologie et de profondeur, l'action de plusieurs animaux est probable. Dans l'Oise, le petit monde de la chasse à courre est stupéfait. Le maître des chiens mis en cause refuse de s'exprimer, mais nous avions rencontré l'un de ses amis, Henri Dallière. Il chasse souvent avec lui dans cette forêt. Selon lui, impossible que les chiens de la meute s'en soient pris à Elisa. Je connais comment Sébastien chasse. Il est toujours à proximité de ses chiens. Ses chiens ne sont jamais loin de lui et il aurait vu tout de suite quelque chose. Est-ce que c'est déjà arrivé qu'il y ait des accidents avec des chiens de meute de chasse à courre ? Aucun. Des morsures, des blessures ? Aucun. Jamais. Jamais. Vous êtes sûr de ça ? Sûr. Le soir des faits, les chiens de la meute sont examinés par des vétérinaires dans leur ferme. Ils n'ont pas de sang sur eux et ne sont pas blessés. Autre argument avancé par les chasseurs,
les horaires qui ne colleraient pas. Elisa a appelé au secours à 13h19. Cette photo prise à 13h26, avant le début de la chasse, montre une partie de la meute et les cavaliers à près d'1 kilomètre du corps d'Elisa. Certains chiens auraient-ils pu échapper à la vigilance de leur maître? Pas impossible, mais les enquêteurs ont aussi un autre suspect, Curtis. 2 jours après la mort d'Elisa, Christophe Ellul est convoqué à la gendarmerie. Son chien doit y être examiné par un comportementaliste. Mais Curtis mord violemment à la cuisse son propre maître. Christophe Ellul est emmené à l'hôpital et Curtis dans cette fourrière où il va récidiver. Cette femme est la gérante du refuge qui l'a recueilli. Curtis, viens à mon cœur, viens à mon chéri. 5 jours après son arrivée au chenil, Curtis mord gravement une bénévole. Dans la salle vétérinaire, en fait, il a commencé à sauter sur sa laisse, à mordre sa laisse. Il y a plein de chiens qui le font, hein, voilà. La bénévole qui le tenait ce jour-là lui a demandé d'arrêter, tout simplement, lui a dit non. Et en fait, à partir du moment où elle lui a dit non, il a attaqué son bras, elle l'a redescendu, elle lui a dit non, tu fais pas ça, et là, il a attaqué très violemment sa jambe. Traumatisée, elle s'en sortira avec 12 points de suture et 2 mois d'arrêt de travail. Des chiens qui mordent aussi fort, il y en a peu, très concrètement. Et surtout, les chiens qui mordent lâchent. Lui, il lâche pas. Là, ce qu'il veut, c'est sortir. Si on lui obéit pas, si on fait pas ce qu'il veut, il va s'attaquer à ses affaires. C'est un animal qui ne va pas vous montrer des signes avant-coureurs. C'est un chien qui va vous attaquer directement s'il y a quelque chose qui ne lui plaît pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne prend pas de risque à le manipuler. Curtis est alors placé dans un double box sécurisé et nourri uniquement par une trappe. Trois mois après la mort d'Elisa, en janvier 2020, Christophe Ellul défend son chien. Selon lui, la nervosité de Curtis s'expliquerait par son enfermement et le traumatisme d'avoir été témoin de la mort de sa maîtresse. Curtis, c'est un chien qui était en liberté à la maison. Il connaissait par cœur Elisa. Et si Curtis était méchant, ça serait passé avant. Et je sais que Curtis est innocent. À 100%, je sais qu'il est innocent. Il n'aurait jamais touché Elisa. C'est impossible. C'est mon chien. C'était notre chien. Et c'était le chien et le bébé à Elisa. À l'époque, la famille d'Elisa, elle non plus, ne croit pas que la jeune femme ait pu être attaquée par Curtis. Viens, Pépère. Elisa était depuis toujours une amoureuse des animaux. Ice, dépêche-toi. Elle ne se séparait presque jamais de Ice, Alors, monsieur Ramolo. un American Staff qu'elle avait soigneusement dressé. Mon gros Pépère, non, pas la léchouille. Pas la léchouille, non. Un chien, mais surtout des chevaux. Sa mère Nathalie lui avait acheté son premier poney lorsqu'elle avait 9 ans. C'est vraiment ce qu'elle aimait le plus. Ça, c'est avec Billy, son poney. Et alors, son grand plaisir, c'était de le monter à cru, quoi. Sans selle ni rien. Elisa était une cavalière émérite. Allez, Lisa. Elle participait à des compétitions et était devenue monitrice dans un centre équestre. Allez. Ouais. Yes. Et championne. Cette photo est belle aussi. Ouais. Donc, avec sa jument. Je pense que c'était le dernier été et qu'elle était déjà enceinte, mais ça ne se voyait pas encore. Et bon, c'est vrai qu'on s'imaginait déjà avec ce petit bout de chou qui allait nous amener beaucoup de bonheur. Et elle était très heureuse aussi. Ouais. Ça se passait bien, en plus la grossesse, il n'y avait pas de problème. Ouais. Elisa était tombée enceinte en mai 2019, 3 mois après le début de sa relation avec Christophe Ellul. Le couple s'était rencontré sur les réseaux sociaux. Elisa avait demandé des conseils à Christophe pour le dressage de son chien Ice, et l'homme était rapidement venu lui rendre visite dans les Pyrénées.
Il lui a dit qu'avec ses chiens, il leur faisait faire ce qu'il appelle du sport. Les chiens, ils font du saut en longueur, du saut en hauteur. Et il s'est dit, pourquoi pas, comme je faisais avec mes chevaux, des petits concours ou des balades, faire cette activité avec mon chien. Ce que Nathalie Pilarski ignore à ce moment, c'est que ce sport que pratique Christophe Ellul avec ses chiens est illégal. Cette technique s'apparente au dressage au mordant, prohibé dans la sphère privée et formellement interdit à certaines races de chiens, comme l'American Staff d'Elisa, ici sur cette vidéo avec Christophe. Elisa participe à ce dressage sur Ice et Curtis. Elle se prend d'affection pour ce dernier. Tiens. Oui, mon amour. C'est beau, mon chien. Qui est le plus beau du monde? Beautiful boy. Ce qu'Elisa et Christophe ont également omis de dire à Nathalie, c'est que ce chien serait illégal en France. Curtis a été acheté en 2016 aux Pays-Bas. Il a été déclaré issu d'un croisement entre un Patterdale terrier et un lévrier Whippet. Mais après son arrivée dans l'Hexagone, il n'a jamais été enregistré dans le registre officiel d'identification des chiens. Christophe Ellul a-t-il oublié? Ou a-t-il voulu masquer le véritable pédigré de Curtis? En août 2019, le couple participe avec lui à un concours en Belgique, réservé aux pitbulls. Le chien remporte même des médailles. Or, les pitbulls sont interdits en France depuis 1999. Un an après la mort d'Elisa, en novembre 2020, un rapport d'expertise vétérinaire est rendu. Il accable Curtis et surtout son propriétaire. Le chien Curtis a été introduit illégalement en France. Ce chien a subi un dressage au mordant mal conduit qui lui a enlevé toute inhibition en phase d'excitation. Le chien Curtis est, d'après nous, l'unique auteur des morsures ayant causé le décès de Madame Pilarski. 3 jours plus tard, ce sont les résultats d'analyse ADN pratiqués sur Curtis et les chiens de la meute qui tombent. Selon l'avocat de l'équipage de chasse à courre, tout converge vers Curtis. Les vétérinaires ont mesuré la taille de la mâchoire du chien de chasse, la taille de la mâchoire de Curtis. Ils l'ont comparé avec la taille des morsures dont était décédée Elisa Pilarski. Et se rend compte que mathématiquement, ça ne peut pas être la taille de la mâchoire des chiens de chasse. Par contre, ça peut tout à fait correspondre avec les blessures, avec la mâchoire de Curtis. On sait aujourd'hui que le sang que Curtis avait notamment sur la gueule, sur la babine, autour des yeux, c'était malheureusement le sang d'Elisa. Vous avez l'ADN de Curtis sur les blessures d'Elisa, et puis vous avez aussi l'ADN de Curtis à l'intérieur des vêtements d'Elisa. Immédiatement, l'avocat de Christophe Ellul dénonce les techniques approximatives des experts, notamment sur l'étude des morsures. Ils ont travaillé sur quelques clichés du rapport des légistes qui leur apparaissaient des clichés récupérables, on va dire. Comment peuvent-ils, là-dessus, nous dire que ça correspond parfaitement à l'écart de mâchoire d'un chien et pas du tout aux autres chiens? Mais sur Elisa, on retrouve quand même l'ADN de Curtis dans ses cheveux, notamment. Sur la plaie dans les cheveux. Cet ADN peut très bien être un ADN de contact. Christophe a toujours dit que quand il avait retrouvé Curtis était allongé contre sa maîtresse. Il a pu renifler sa maîtresse, il a pu très bien laisser effectivement un ADN, ce qu'on appelle un ADN de contact. Christophe Ellul, lui aussi, contre-attaque lors d'une conférence de presse. Voilà, tu te poses tranquillement, tu te poser. Il dénonce une instruction à sens unique qui viserait à protéger la chasse à courre.
Alors je ne sais pas aujourd'hui ce qu'on veut cacher, mais je sais une chose, et je vous le dis, c'est que Curtis, il est innocent. Je vous promets que je vais tout démonter. Tout démonter, cette mascarade. Le propriétaire de Curtis est-il sincère? Les enquêteurs en doutent, d'autant qu'ils font une découverte très embarrassante pour lui. 1 an après la mort d'Elisa, en examinant le téléphone portable de la jeune femme, il trouve un SMS que Christophe Ellul lui a envoyé alors qu'il était en route pour lui porter secours. Je le fais piquer. Ce texto, Christophe Ellul ne l'avait pas mentionné aux enquêteurs lors de son audition juste après le drame. Et 15 mois plus tard, il dit ne plus en avoir de souvenir. Aurait-il menti pour disculper son animal? Lorsqu'ils apprennent l'existence de ce message, sa mère Nathalie et son oncle Vincent tombent des nues. Je me dis, c'est pas possible, quoi. Pourquoi il aurait envoyé ce texto si ce n'est pas parce qu'Elisa lui a dit qu'elle se faisait mordre par Curtis? J'ai halluciné, quoi. Jusqu'à cette révélation, la famille d'Elisa avait toujours soutenu Christophe Ellul. Il s'était même installé chez eux pendant 9 mois. C'était toujours... oui, pleurer sur son sort... et faire, oui, voilà, victime, dire que tout le monde était contre lui. Moi, il m'a dit à 2 reprises, de toute façon, tu vas voir à la fin, c'est moi qui vais finir en prison. On va m'accuser, ce sera ma faute. À chaque fois, il nous martelait que tout est de la corruption, que c'est la chasse à courre, que c'est un complot, que c'est des gens qui ont de l'argent, qu'on ne peut rien faire contre ça et qu'on ne saura jamais. Il était toujours catégorique, c'est pas possible, c'est pas Curtis, c'est pas Curtis. Comme si un chien pouvait avoir les mêmes sentiments qu'un humain, quoi, en fait. Hein. Il était amoureux d'Elisa, je n'aurais jamais fait de mal à Elisa, mais moi j'avais beau lui dire, mais un chien, c'est pas un humain. En mars dernier, Christophe Ellul est mis en examen pour homicide involontaire par agression d'un chien, avec 4 circonstances aggravantes, notamment l'importation illégale, l'absence de muselière et le dressage au mordant. Mais pour son avocat, la justice se contente d'une thèse qui ne tient pas. On n'a jamais vu, à la suite de l'attaque d'un chien sur son maître ou sa maîtresse, un tel dégât, de tels dégâts. C'est pour ça que cette affaire a secoué l'opinion. Parce que, si vous voulez, quand on voit ce qui s'est passé, on a l'impression que c'est la bête du Gévaudan qui a attaqué. On a l'impression que c'est un tigre préhistorique qui aurait fait ça, si c'est un seul animal. L'instruction devrait encore durer plusieurs mois. En attendant, Curtis est maintenu à l'isolement dans un refuge du sud de la France. Christophe Ellul, laissé libre, vit aujourd'hui dans les Pyrénées. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Nathalie et Vincent espèrent, eux, connaître un jour toute la vérité sur la mort d'Elisa. On peut tous faire des erreurs. On peut tous faire des erreurs et je sais très bien que c'est pas lui qui a tué Elisa, c'est son chien. Et qu'il reconnaisse que ça peut être lui, quoi. Que ça peut être son chien, et puis c'est tout. Je sais pas ce que ça va changer pour moi. Mais un petit doute, enlever ce doute et justement aider à continuer le chemin sans Elisa, quoi. Voilà. Elisa et l'enfant qu'elle portait reposent tout près d'eux, à Rébénac.